la coutume internationale ainsi formée ne s'applique pas nécessairement à tous les États ou toutes les organisations internationales. Il y a là une particularité, effectivement, de la coutume en droit international, c'est qu'il ne suffit pas de déterminer sa formation, encore faut-il établir son opposabilité. Encore faut-il vérifier qu'elle est opposable à tel ou tel autre État en particulier. Section 2, la formation subjective de la coutume, l'opposabilité. En réalité, la question de l'opposabilité de la coutume se pose de manière différente à l'endroit des États et organisations internationales d'une part, et à l'endroit des sujets internes d'autre part. Pour les États et les organisations internationales, la coutume fonctionne suivant la même logique qu'un accord, même si cet accord se forme de façon particulière. C'est-à-dire la coutume lie un cercle de parties auquel elle est opposable. D'abord, elle peut lier un cercle de parties restreint, car le droit international admet l'existence de coutumes régionales, des coutumes pour l'Amérique latine, des coutumes pour l'Europe. Le droit international va plus loin, et là on voit la dimension de l'accord de façon encore plus flagrante, parce que le droit international va jusqu'à admettre des coutumes purement bilatérales entre deux États. Là on est vraiment dans la logique du pactum tacitum, de l'accord tacite, donc de la coutume entre deux États, comme le montre par exemple notamment l'affaire du droit de passage en territoire indien, devant la Cour internationale de justice. Plus complexe est la question des coutumes universelles ou à vocation universelle, des coutumes générales. C'est dans ce domaine que les grands courants doctrinaux traditionnellement se sont affrontés et exprimés. Un premier courant, le courant consensualiste ou volontariste, parfois on le dit volontariste, enfin consensualiste, qui est né et s'est développé d'abord essentiellement en Allemagne et en Italie avec Heinrich Trippel et Dionisio Ancilotti respectivement. Ce courant, qui est encore probablement le plus fort aujourd'hui, considère que la coutume internationale fonctionne sur le modèle de l'acceptation, donc elle lie les États qui l'ont accepté. C'est le reflet, le mot acceptation dans le statut de la Cour internationale de justice, la coutume comme preuve d'une pratique acceptée, pratique générale acceptée comme étant le droit. À l'opposé, un deuxième courant qui s'est développé particulièrement en France, ou à partir de la France, c'est le courant dit objectiviste ou de l'école sociologique française. Il s'était exprimé dans le domaine du droit constitutionnel par certaines formules, par certaines élaborations de Léon Duguy, qui considérait que la loi ne faisait qu'exprimer, au fond, une nécessité sociale qui s'établissait dans le milieu social. Cette élaboration générale a été transposée au droit international, en particulier par Georges Sell en France, qui considérait que le milieu intersocial, comme il l'appelait, donc le corps social international, sécrète, c'était sa formule, la coutume internationale qui s'impose avec la force, disait-il, de la nécessité biologique. Donc par ces images, il voulait dire que la coutume, en tant qu'élément nécessaire de la société internationale, il s'imposait objectivement à tous. Une variante de cette doctrine qui curieusement a eu en définitive dans le temps et encore aujourd'hui plus de succès que la doctrine sociologique objectiviste, alors que, à certains égards, paraît moins convaincant. En deuxième volet, disais-je, est la doctrine
spontanéiste, la doctrine de la coutume spontanée, défendue notamment par un juriste italien, Roberto Ago, et étant donné la proximité avec la doctrine de Georges Sell, c'est une doctrine qu'on défend encore aujourd'hui en France, et en vertu de laquelle la coutume se ferait un peu comme ça, toute seule, spontanément, un peu comme on le voit parfois défendu dans la doctrine civiliste. Voilà, les États se comporteraient d'une façon donnée, sans raison particulière, presque, de façon spontanée, un peu comme par réflexe conditionné, un peu comme les chiens de Pavlov répondaient à certains stimuli extérieurs, toujours de la même façon. Voilà trois grandes constructions doctrinales qui persistent d'une façon ou d'une autre dans la façon de voir le droit international. Mais au-delà de la doctrine, disons, la pratique juridique, la jurisprudence, s'est accommodée de ces trois doctrines et retient des solutions qui ne consacrent explicitement aucune école de pensée, même si le fond des solutions est essentiellement consensualiste. Mais mais avec des solutions pragmatiques. La première solution est qu'évidemment la coutume internationale lie les États qui l'ont acceptée, l'ont voulu, ont participé activement à leur formation, mais elle lie également, la coutume internationale, ceux qui n'ont pas réagi à la coutume, ceux qui n'ont rien fait. Cet aspect, le premier aspect est essentiellement consensualiste, ce deuxième aspect peut être aussi vu comme un aspect pour partie objectiviste, puisque il faut bien une nouvelle règle, certains l'ont voulu, les autres n'ont pas réagi, et il est bon qu'il y ait une nouvelle règle, elle le liera aussi ceux qui ont été passifs. Mais on peut aussi dire qu'ils ont accepté tacitement. Et enfin, troisième règle qui montre, troisième aspect, disons, de la pratique qui montre la persistance du consensualisme, c'est la règle dite de l'objecteur persistant, qui veut que même si la coutume est générale, même si elle s'impose comme nouvelle coutume à vocation universelle, elle ne sera pas opposable à l'État qui s'est opposé à cette coutume, y a résisté, en temps utile, c'est-à-dire dès le moment de la formation, et puis de façon cohérente, de façon persistante. Voilà. La coutume s'applique à ceux qui la veulent, à ceux qui la subissent, entre guillemets, c'est-à-dire l'acceptent sans y participer, mais elle ne lie pas ceux qui s'y opposent, à condition qu'ils le fassent de façon cohérente dans le temps, de façon persistante, et en temps utile. On cite notamment l'arrêt rendu en 1951 par la Cour internationale de justice de l'affaire anglo-norvégienne des pêcheries, l'affaire au Royaume-Uni-Norvège des pêcheries, pour illustrer la vitalité de la règle de l'objecteur persistant. Donc voilà les solutions pratiques et les grandes constructions théoriques qui, je le redis, ont une vitalité bien au-delà du domaine de la coutume. On les trouve bien au-delà de la coutume. Et c'est cette logique particulière de la coutume, cette logique qui garde une grande part de consensualisme, cette logique ne se retrouve pas lorsqu'on s'interroge sur l'opposabilité de la coutume aux sujets internes. Les sujets internes, personnes physiques et morales, eux subissent le phénomène coutumier qui crée pour eux règles, droits et obligations sans leur consentement. Les particuliers ne peuvent pas objecter de façon persistante à la coutume, ils n'ont pas à l'accepter, ils la subissent. Pour eux, la coutume, c'est la loi. Alors, il est vrai qu'il arrive souvent que certaines règles coutumières, il arrive dans la jurisprudence que certaines règles coutumières ne soient pas considérées comme d'applicabilité directe. Et donc, le particulier ne peut pas en bénéficier, on y reviendra, parce qu'on considère qu'elle n'avait pas pour objet de créer des droits pour les particuliers. Mais dans les autres cas, les particuliers peuvent invoquer les règles coutumières, par exemple les immunités, sans qu'ils aient eu à participer à la formation de la coutume. Peu importe
leur volonté, du moment où la règle coutumière sur les immunités lie l'État sur le territoire duquel est la personne qui bénéficie de l'immunité, elle peut invoquer l'immunité et l'opposer à l'État sans avoir participé à la formation de la coutume. Mais en sens inverse, la coutume internationale, même si c'est moins visible ou plus rarement visible, peut créer des obligations et même, cela a pu être critiqué, et même des infractions pénales à la charge des particuliers. Et c'est ainsi dans le domaine des très grandes infractions, les crimes contre l'humanité, le génocide, la jurisprudence a pu considérer que ces infractions-là étaient des infractions coutumières. Et alors, il ne sert à rien de dire qu'on a objecté de façon persistante à une telle incrimination, telle ou telle personne physique. Hein. Voilà, l'incrimination coutumière des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, du génocide, s'impose aux particuliers sans son consentement. C'est pour lui une loi. Un autre domaine où on voit des règles coutumières fréquemment régir la situation des particuliers, c'est le domaine, par exemple, de la fonction publique internationale, où il y a désormais des principes qui sont en réalité des coutumes communes, souvent aux organisations internationales, et qui créent des droits et des obligations pour les fonctionnaires internationaux, le plus souvent des droits qu'ils peuvent invoquer devant les tribunaux administratifs des organisations internationales. Donc on voit la différence de phénomènes. La coutume formée objectivement est opposable aux États et aux organisations internationales qui toutefois peuvent s'y opposer en objectant en temps utile et de façon persistante. En revanche, pour les sujets internes, personnes physiques et personnes morales, ils en subiront l'application sans que leur consentement soit pertinent.